Donc, nous allons parler aujourd'hui de la vermifugation raisonnée des équidés adultes au pré. Donc, voilà, si vous avez des questions sur les poulains, il n'y a pas de souci, mais volontairement, parce que c'est pas tout à fait les mêmes principes, voilà, j'ai décidé de parler uniquement des adultes aujourd'hui et bien évidemment au pré, parce que c'est quand même principalement ces équidés qui sont parasités. Donc, nous allons, dans un premier temps, parler un petit peu de la diversité des parasites, digestifs, des équidés, adultes. Ensuite, on fera un focus sur les petits stroncs qu'on appelle aussi les cyatostomes. On verra ensuite quelles sont les problématiques, associées à la vermifugation, systématique et comment, raisonner, cette vermifugation. Donc la première partie, on va essayer donc de comprendre quels sont les différents parasites digestifs des équidés adultes, qui sont nombreux. Voilà, ça fait ce n'est pas une liste exhaustive, excusez-moi, mais donc ce sont les principaux parasites digestifs des équidés. Nous avons des nématodes, donc ce sont les vers ronds. Donc là, il y en a une grande diversité. Donc on a notamment les grands strongles, en particulier Strongylus vulgaris, des petits strongles, des oxures, des anguillules, on parle souvent de Strongyloides westeri, et des ascaris. Donc on verra anguillules, ascaris, c'est plutôt des parasites qui embêtent les poulains. Donc chez les chevaux adultes, pas de souci particulier. On a aussi des dictiocoles ou encore des trichostrongyles. Donc il y en a une certaine quantité. Ensuite, on peut avoir donc des vers plats, qu'on appelle les cestodes, en particulier les ténias que vous devez bien connaître. Et puis on a aussi certains insectes qui déposent des œufs sur les chevaux, et ensuite on retrouve les larves de ces insectes à l'intérieur de l'organisme des équidés. C'est notamment le cas des gastérophiles. Et puis, on a aussi un parasite dont on parle de temps en temps, qui n'est pas un parasite habituel du cheval, mais qu'on peut retrouver quand même, c'est la grande douve, qu'on appelle aussi Fasciola hepatica. Parmi cette, donc oui, je vous ai mis quelques petites photos d'un certain nombre de ces parasites. Donc, en haut à gauche, nous avons donc un oxure adulte, et puis sur les marges de l'anus, là, vous avez une photo en fait, les parasites femelles pondent des œufs aux marges de l'anus et ils sont enduits voilà, cette espèce de produit qui est assez collant ou qui est très riche en œufs d'oxure. Ça, c'est assez caractéristique. Quand on voit ça, c'est que le cheval est infesté par des oxures. Ensuite, sur la photo de gauche, voilà, j'ai mon pointeur. On a donc des petits ongles. Attention, hein, la photo est un peu zoomée, c'est plus petit que ça normalement. Ici, on a donc un ascaris adulte. Ici, on a un ténia, donc c'est assez rare d'en voir un beau comme ça tout entier, parce que souvent on n'a que des anneaux qui passent dans les crotins. Et puis sur ces deux photos, on a ici donc les œufs qui sont déposés par les gastérophiles, qui sont une espèce de mouche, mais qui ressemblent plutôt à une abeille, enfin elles sont striées. Et puis ici, les larves ensuite de ces mouches que l'on retrouve et qui sont agrippées à la paroi de l'estomac. C'est quelques exemples hein, de photos. Parmi cette grande diversité de parasites, on a certaines infestations qui sont plus fréquentes que d'autres. Par exemple, dans les plus fréquentes, on a les petits strongles. En gros, la totalité des équidés qui pâturent sont parasités par les petits strongles. Ensuite, avec une prévalence un peu plus faible, on a les ténias, les oxures et les gastérophiles. Et puis, on a des parasites qu'on retrouve moins souvent. C'est le cas des grands strongles. On le verra plus tard, c'est grâce à cette vermifugation systématique et fréquente des équidés qu'on a pu s'en débarrasser. Et puis des parasites qui sont parfois liés à certains facteurs de risque, par exemple du pâturage mixte, soit avec les ânes pour les dictiocoles, soit avec les bovins, les ruminants pour la grande douve ou les trichostrongyles.
Ensuite, certaines infestations sont associées à qui peuvent être plus ou moins graves. Finalement, les parasites les plus pathogènes, ce sont les grands strongles. En effet, les larves de grands strongles, elles peuvent migrer dans certaines artères et provoquer ensuite des boiteries, des coliques qui peuvent être mortelles, voire des hémorragies internes. Ensuite, on a les petits strongs dont on parlera juste après. Les ténias aussi, donc en fait, les ténias, ils peuvent se fixer à la paroi du gros intestin et en cas de forte infestation, on peut avoir des coliques par irritation de la paroi, par impaction, donc un bouchon, ou par des défauts par des problématiques de péristaltisme, donc de contraction des intestins. Et elle pourrait être associée à de la mortalité, même si, voilà, de façon générale, c'est quand il y a une infestation importante qu'on retrouve des signes cliniques. Et le but de la vermifugation, ce n'est pas d'éliminer tous les parasites, ce qui est impossible et ne sert à rien. C'est juste de limiter l'infestation à un niveau acceptable pour la santé des équidés. Et puis ensuite, on a des parasites qui sont associés à des signes beaucoup moins graves. Donc, par exemple, les oxyures qui sont à l'origine d'un prurite périanal, donc un cheval qui se gratte la queue. Alors, c'est dérangeant, mais voilà, c'est pas très grave pour la santé des équidés. On a les dictiocoles, donc qui peuvent parfois, en cas de forte infestation, être associés à des bronchites chroniques chez les jeunes équidés associés à des signes respiratoires. On peut avoir de l'anorexie et un amaigrissement en cas d'infestation par de la grande douve, ou encore des signes digestifs et un amaigrissement en cas de forte infestation par les trichostrongyles. Et donc, c'est ce que je vous disais, la plupart du temps, quand l'infestation n'est pas importante, on n'observe pas de signes cliniques. Donc finalement, au final, si on prend en compte à la fois la prévalence de cette infestation parasitaire et puis les signes cliniques qui y sont associés, de nos jours, les principaux parasites digestifs des équidés, ce sont les petits strongles et les ténias. Et on va parler principalement des petits strongles, puisque je vous en parlerai un tout petit peu après. Les ténias, classiquement, on peut s'en débarrasser avec une vermifugation réalisée en automne avec du praziquantel. Donc les petits strongles, maintenant. Donc d'abord, quel est leur cycle de vie? Donc en fait, pour commencer, alors je mets juste le laser, si j'arrive à l'avoir. Non. Pardon. Non, ah si, j'arrive à l'avoir. Donc pour commencer, les équidés s'infestent en ingérant des larves qui sont présentes sur la pâture dans l'herbe. Ces larves, ensuite, elles se transforment dans l'intestin des équidés en parasites adultes. Après, la petite spécificité des stronques, c'est que certaines de ces larves, au lieu de se transformer directement en adultes, elles s'enquistent, en gros, elles rentrent dans la paroi de l'intestin. Donc ça s'appelle le phénomène d'hypobiose, c'est en gros une sorte d'hibernation et ça a lieu principalement en automne, période à laquelle finalement il y a pas l'environnement n'est pas favorable à la transmission des parasites du fait des conditions climatiques et donc les larves préfèrent se protéger dans la paroi de l'intestin du cheval avant de se transformer en adultes. Ensuite, donc ces parasites femelles adultes pondent des œufs qui sont excrétés dans les crotins et ensuite ces œufs se transforment en larves et ensuite ces larves sont capables de se déplacer en fonction des conditions d'humidité notamment et de migrer en dehors des crotins sur la pâture. Ensuite, concernant les conséquences cliniques associées donc à cette infestation par les petits strongs. Donc chez les chevaux adultes, en gros de plus de 7 ans, lorsqu'on a une infestation importante, on peut observer parfois des baisses de forme, un amaigrissement et des diarrhées. La problématique des cyatostomes concerne principalement les jeunes chevaux
plutôt, plus jeunes, donc moins de 7 ans, pardon. Et notamment, on peut observer, ce qu'on appelle la cystostomose larvaire, qui est due en fait à la sortie en masse des larves qui s'étaient enquistées dans la paroi intestinale, et cette sortie en masse provoque, des lésions au niveau donc de la muqueuse, et donc elle a lieu principalement à la sortie de l'hiver. Cette sortie est donc associée à cette cystostomose larvaire, et elle est à l'origine de diarrhée, d'amaigrissement ou de perte de croissance chez les jeunes animaux, parfois d'une fièvre associée et des coliques, et on peut observer de la mortalité chez les jeunes équidés. C'est fréquent, hein, d'observer des cas de mortalité dus à une cystostomose larvaire. Et sur les deux photos, ce que vous avez, tous les petits points gris, notamment sur la photo de droite, ou en plus gros sur la photo de gauche, ce sont donc des kystes qui contiennent donc des larves de cystostome. Donc ensuite, pourquoi finalement il faut arrêter de vermifuger systématiquement contre les petits strongles au cours de la saison donc de pâturage? Donc déjà, pourquoi à l'origine a été prônée cette vermifugation fréquente et systématique? Parce qu'en fait, à l'origine, il y avait une forte mortalité des équidés qui était due à l'infestation par les grands strongles. On a vu, ils peuvent migrer dans les larves et, être à l'origine de signes cliniques graves. Il y a des nouvelles molécules qui ont été mises sur le marché par les laboratoires pharmaceutiques et qui étaient donc très efficaces, et on a recommandé à ce moment-là, du fait de la gravité des signes cliniques associés à l'infestation par les grands strongles et du fait du cycle de vie particulier des grands strongles, de vermifuger systématiquement les équidés 3 à 4 fois par an. Grâce à cela, aujourd'hui, on a une prévalence de grands strongles qui est faible dans les élevages et une très faible mortalité qui est associée de ce fait aux grands strongles. Et donc, finalement, est-ce que cette vermifugation, au vu de la situation actuelle, est-ce que cette vermifugation systématique, elle est toujours nécessaire? Donc aujourd'hui, on l'a vu, les grands strongles sont rares. Alors bien évidemment, hein, si il y a une structure où il y a eu pas de vermifuge depuis 10 ans, oui, bien évidemment, il y a sûrement des grands strongles, hein. Mais dans la plupart des cas, c'est rare. Et par contre, les petits strongles ont finalement pris le dessus et sont les principaux parasites digestifs aujourd'hui des équidés. Or, ces petits strongles, ils sont quand même moins pathogènes que les grands strongles, et leur pathogénicité, elle concerne surtout des jeunes équidés ou alors des équidés très âgés avec un défaut d'immunité, bien évidemment. Et puis, ils ont un cycle de vie qui est différent des grands strongles. Donc, a priori, cette vermifugation systématique, elle n'est pas nécessaire pour lutter contre les petits strongles. D'autre part, un certain nombre de vermifuges, et en particulier les lactones macrocycliques, donc c'est l'ivermectine, il y a un certain nombre de noms commerciaux comme l'Ecvalan, l'Hypomectin, les Raquel, il y en a plein, et la moxidectine, donc ça c'est l'Equest, ont un impact environnemental non négligeable. Elles ont notamment, en particulier l'ivermectine, un impact sur les diptères et les coléoptères coprophages, donc coprophages qui se nourrissent d'excréments, en particulier les bousiers. Or, ces bousiers ont un rôle important puisqu'ils permettent l'enfouissement en fait de ces crotins dans le sol et donc l'amendement organique des sols. Et donc, du coup, ils ont un intérêt ensuite pour les vers de terre, et ensuite les oiseaux se nourrissent de vers de terre. Donc, il y a tout un cycle associé à ces bousiers. Donc, de façon générale, ces vermifuges, et en particulier les lactones, ont un impact négatif sur la biodiversité des prairies. Et de même, elles sont toxiques pour les organismes aquatiques, les poissons, les crustacés et les algues. Donc ça, c'est notamment important si on a des mares ou des cours d'eau dans sa prairie. La dernière chose, c'est que du fait de cette vermifugation systématique et fréquente, des résistances se sont mises en place. Donc une résistance, c'est la capacité d'un parasite à survivre à un traitement qui est généralement efficace contre la même espèce et le même stade de parasite. Donc le stade de parasite, c'est œuf, larve, adulte. Donc finalement, certains parasites
peuvent, du fait de mutations génétiques aléatoires, acquérir une résistance vis-à-vis d'un vermifuge en particulier. Donc ce n'est pas le vermifuge en lui-même qui provoque cette résistance. Par contre, si on vermifuge un cheval qui a dans son organisme à la fois des parasites sensibles et des parasites résistants, ben forcément, après le vermifuge, vont rester uniquement les parasites résistants qui vont ensuite pouvoir se multiplier et qui vont devenir finalement prépondérants par rapport aux parasites sensibles. Donc finalement, le problème de la vermifugation, c'est que plus on vermifuge, plus les résistances, elles vont se développer rapidement parce qu'on favorise les parasites résistants au détriment des parasites sensibles. Si on regarde l'état des lieux de l'activité des vermifuges qui sont mis sur le marché, avec un nombre restreint chez les équidés, donc on a en gros 4 molécules, l'ivermectine et l'amoxicilline dont on a parlé, le pyrantel, donc le nom commercial c'est notamment le strongide, et le flumbendazole, le panacur. Si on regarde par exemple sur la colonne de droite leur activité chez les petits strongles adultes, lors de leur mise sur le marché, tous fonctionnaient très bien sur les adultes. Si on regarde maintenant la situation actuelle, pour l'instant, l'ivermectine et la moxidectine fonctionnent bien, même s'il a été montré dans certains élevages que leur efficacité était moins longue qu'avant, et donc c'est probablement un début de résistance qui s'installe. Et par contre, pour le pyrantel, on a des résistances qui sont présentes dans 30% des exploitations et pour le flumbendazole, dans 90% des exploitations. Donc c'est difficile aujourd'hui d'utiliser le flumbendazole, en tout cas sans faire de test de résistance pour vérifier que le vermifuge marche dans sa structure. Maintenant, du coup, on va voir la vermifugation raisonnée, comment la mettre en place et quels sont les principes. Donc, finalement, le principe de la vermifugation raisonnée, c'est de garder au moment de la vermifugation une population refuge. Cette population refuge, ce sont tous les parasites qui ne sont pas soumis au vermifuge. Par exemple, en hiver, on a un cycle parasitaire qui se fait très peu. Pourquoi? Ce qu'on a vu, c'est que les parasites femelles en hiver excrètent très peu d'œufs. Et puis, en plus, le développement des œufs en larves sur la parcelle est très faible du fait des conditions basses de température. Au contraire, au printemps, été, automne, on a beaucoup de parasites sur la parcelle. Donc, si on vermifuge euh, en hiver, on a une population refuge très faible, alors que au printemps, été, automne, pendant la saison de pâturage, on a une population refuge qui est importante. De la même façon, si on vermifuge tous les équidés vs on vermifuge quelques équidés dans un groupe, ben on va garder dans ce lot des chevaux qui ne sont pas vermifugés et donc une population refuge plus importante. Et en gros, le but, c'est de garder une population refuge la plus importante possible, parce que plus cette population refuge est importante, plus les résistances, elles se développent lentement. Donc, en gros, les messages de la vermifugation raisonnée, c'est de traiter quand il y a beaucoup de parasites sur la pâture, c'est ce qu'on appelle la vermifugation ciblée, et garder des équidés qui ne sont pas vermifugés, c'est la vermifugation sélective. On va parler d'abord de la vermifugation sélective. Donc, quel est le principe? On sait que dans une population, dans la population globale des équidés, ce n'est pas forcément vrai à l'échelle d'une structure, puisqu'il y a des fortes variabilités dans les conditions d'élevage entre deux structures. En tout cas, environ 15 à 30% des équidés de plus de 3 ans excrètent 80% des œufs de strongles et donc participent fortement à la contamination des parcelles. Ces équidés, on les appelle les forts excréteurs. Donc ici, voilà, sur ce schéma, il y a 2 chevaux qui sont entourés, qui excrètent beaucoup d'œufs et finalement qu'il va falloir trouver pour les vermifuger. Bien évidemment, ça sera voilà, pas toujours la même chose dans une structure. Il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 0, ça dépend des conduites d'élevage aussi et du type d'équidé. Donc en pratique, comment on fait? Ben, pour repérer ces forts écréteurs, j'imagine que vous le savez, on peut réaliser des coproscopies
en ramassant des crotins de manière individuelle sur chaque cheval, puisque le but c'est bien de discriminer les forts et les faibles excréteurs. Et au microscope, on observe ensuite une lame spéciale appelée lame de McMaster qui nous permet de compter le nombre d'œufs par gramme de crottin. Ce nombre d'œufs, attention, il n'est pas tout à fait le reflet de la charge parasitaire en parasite adulte chez l'animal. Il ne l'est pas en tout cas en hiver et c'est pour ça que les coproscopies en hiver ne sont pas très intéressantes et il l'est à peu près pendant la saison de pâturage. Donc bien évidemment, la coproscopie a ses limites, mais malheureusement, pour l'instant, c'est la méthode de référence pour faire de la vermifugation sélective chez les équidés. Donc quand est-ce qu'il faut réaliser, ces coproscopies? En gros, entre avril et septembre, puisque entre, en gros, octobre et mars, on a un risque d'avoir une excrétion, par une ponte d'œufs qui est plus faible par les femelles et que ça ne soit pas représentatif du tout de ce qui se passe dans l'organisme du cheval. Et bien évidemment, il ne faut pas faire de coproscopie pour déterminer en tout cas le statut excréteur d'un cheval. Il ne faut pas faire une coproscopie juste après un traitement vermifuge, puisque sinon on ne va pas mesurer le statut excréteur inhérent du cheval, mais bien l'efficacité du vermifuge qu'on a fait avant. Ensuite, sur quels équidés on peut faire des coproscopies? Alors, on peut le faire chez tous les équidés, hein, c'est intéressant pour tous les équidés, mais finalement, en dessous de 3 ans, on a une très faible immunité qui se met en place et ce qui a été observé, c'est qu'on a la majorité de ces chevaux sont forts excréteurs et donc, du coup, il y a un risque qu'on fasse des coproscopies et qu'on vermifuge tout le temps. Donc là, après, ça devient pas très rentable d'un point de vue économique et en termes de temps de travail. Donc, on conseille de le faire au-dessus de 3 ans. Après, c'est chacun à décider de ce qu'il veut faire dans sa structure, hein. Il n'y a pas de règle immuable pour toute structure. À partir de quel seuil il faut vermifuger? Alors classiquement, ce qui apparaît dans la littérature, c'est au-dessus d'un seuil entre 200 pardon, et 500 œufs par gramme de crottin, mais encore une fois, il n'y a pas de règle stricte. Ça dépend du type d'équidé. Est-ce qu'on a des jeunes équidés dans le groupe? Est-ce qu'on a des vieux équidés un peu malades ou est-ce qu'on a des chevaux de 10 ans qui sont en très bonne santé? Ça peut faire varier aussi ce seuil. Ça, c'est vraiment à discuter avec le vétérinaire. Ça dépend aussi des conduites de pâturage. Est-ce qu'on a un pâturage très extensif? Dans ce cas-là, on peut peut-être se permettre de laisser un cheval à 600 œufs par gramme ou au contraire, on a un pâturage très intensif et on va préférer traiter tous les équités au-dessus de 200. Ensuite, est-ce qu'on peut arrêter de vermifuger quand on a un cheval qui est faible excréteur à chaque coproscopie que l'on réalise? Donc non, l'idée c'est bien quand même de garder au moins une vermifugation par an. Elle est classiquement faite en automne, en fin d'automne, parce que le risque aussi à ne pas vermifuger du tout certains équidés pendant quelques années, c'est le retour des grands songles et c'est pas du tout le but. Ensuite, à la coproscopie, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on ne peut pas différencier les œufs de petits et de grands songles. On a vu qu'aujourd'hui, les œufs de grands songles étaient rares et donc on considère à la coproscopie que plus de 90 des œufs qu'on observe sont des œufs de petits songles. Par contre, ça peut être intéressant si on met en place, un programme de vermifugation sélective, de faire de temps en temps, par exemple tous les 3 ans, des coprocultures qui consistent à faire éclore les œufs et à observer au microscope les larves, parce que dans ce cas-là, pour les larves, on pourra faire la différence entre petits et grands strongles. Et si on observe beaucoup de grands strongles, dans ce cas-là, il faudra peut-être, si on avait choisi de faire une seule vermifugation par an pour les faibles excréteurs, revenir à 2 vermifugations par an. Il n'y a pas de règle stricte qui est immuable dans le temps, c'est un suivi, une réflexion au cours du temps en fonction de la structure. Est-ce qu'on peut voir d'autres œufs, pardon, que les strongles à la coproscopie? Donc oui, on peut voir donc des ascaris, des strongyloides, mais ils vont surtout avoir un intérêt hein, chez les poulains. Mais on peut aussi voir des œufs de ténia. Le problème, c'est que contrairement aux œufs de strongle, les œufs de ténia, ils vont être excrétés par les parasites de manière
intermittente. Donc on va pas pouvoir dire à un instant T: «Ben, celui-là il excrète ce cheval-là excrète beaucoup de ténia, celui-là, moins, donc je vermifuge celui-là». Par contre, c'est intéressant, si on fait des coproscopies sur un grand nombre d'équidés dans sa structure, de voir, d'évaluer un petit peu la pression d'infestation au ténia sur, sur notre groupe d'équidés ou sur notre structure et d'adapter ensuite la fréquence de vermifugation au ténia. 1, 2, 0 fois par an en fonction de la pression. Même s'il n'y a pas vraiment de seuil indiqué. Hein. Après, ça c'est toute une réflexion à avoir en lien avec votre vétérinaire. Ensuite, ce statut est la question qui se pose parce que forcément, en fait, les coproscopies, bah, ça coûte, ça a un coût. Ça prend du temps de ramasser les crottins de manière individuelle. Donc en fait, ça serait bien que les coproscopies soient assez stables au cours du temps et de savoir combien de coproscopies il faudrait faire pour déterminer le statut d'un cheval. Donc en fait, ce statut, il dépend principalement de la résilience individuelle, de la résistance individuelle de chaque cheval. Il y a des chevaux qui vont être plus résistants en gros aux parasites et toujours excréter moins d'eux. Il y a aussi évidemment la pression parasitaire à laquelle est soumise le cheval, liée aux conditions d'élevage, l'immunité qui se met en place au fil du temps par contact avec les larves, même si on sait que chez le cheval, cette immunité est faible. Et puis, ben, évidemment, des maladies associées, par exemple, je pense au syndrome de Cushing qui est à l'origine d'une baisse d'immunité chez les équidés et qui, du coup, peut faire changer ce statut, un cheval qui passe d'un statut faible excréteur à un statut fort excréteur. De façon générale, sur un cheval sain, et s'il n'y a pas, bien évidemment, de changement majeur de conduite d'élevage ou de pâturage, ce statut, il est relativement stable au cours du temps. Et donc, ça permet quand même de limiter le recours aux coproscopies, de ne pas en faire à chaque fois, tous les ans, à chaque fois qu'on veut vermifuger son cheval. Par contre, il reste encore beaucoup de questions sur à partir de combien de coproscopies on peut dire bon, bah, ce cheval-là, c'est bon, il est faible excréteur, je le vermifuge qu'une fois. Je vous donne quand même un petit exemple qui n'est pas valable pour toutes les structures, c'est vraiment un exemple de réflexion. Donc en année N-1, bah, on ne connaît pas du tout le statut de nos équidés. Par exemple, on décide en novembre de cette année N-1 de remettre à zéro les chevaux en strongle. Et en gros, de nos jours, c'est possible grâce à la moxidectine et de faire un traitement du ténia avec un praziquantel. Ensuite, en année N et N+1, donc sur 2 années de suite, on va pouvoir établir le statut excréteur de nos équidés dans un groupe en particulier. Donc, on va faire des coproscopies en mai et en août des 2 années et vermifuger les chevaux entre 200 et 500 pour un seuil supérieur à 200 à 500 EPG. Puis en novembre, par contre, voilà ce que je vous ai dit, c'est pas très intéressant de faire des copros en novembre et donc là, on vermifuge systématiquement tout le groupe. À partir de cette année N+1, on va pouvoir quand même commencer à classer nos équidés selon différents statuts excréteurs. Ce ne sont que des exemples, hein, ce n'est pas une vérité immuable. Mais par exemple, on a un cheval donc sur la première ligne qui, à chaque coproscopie, a présenté des résultats inférieurs à 200. C'est un cheval qui est donc d'âge moyen, de 10 ans. Celui-là, on va pouvoir décider ensuite, dans les années suivantes, de le vermifuger 1 à 2 fois par an, encore une fois en fonction des conditions. Et puis de faire une coproscopie tous les 3 ans, pardon, pour vérifier que ce cheval n'a pas changé donc de statut. Ensuite, sur la ligne 2, on a un cheval qui est un peu plus âgé, aux alentours de 20 ans. On sait que chez les chevaux âgés, on peut avoir le phénomène d'immunosénescence, c'est-à-dire de baisse d'immunité liée à la vieillesse. Donc lui aussi, on peut le vermifuger 1 à 2 fois par an. Par contre, ça peut être utile de faire une coproscopie par an parce que lui, il est plus à même, du fait de cette baisse d'immunité, de passer de faible excréteur à fort excréteur. Ensuite, sur la troisième ligne, le cheval en orange, on a des chevaux qui, sur les 4 coproscopies, ont été entre 200 et 500 dans les limites un peu floues.
ou alors qui ont présenté des résultats instables. Parfois, ils étaient en dessous de 200, parfois au-dessus de 500. Ben ceux-là, on pourra les vermifuger 1 à 2 fois par an et si on veut faire, des vermifuges en plus, ben peut-être que c'est intéressant sur ces chaux-là qui sont pas très stables et qu'on comprend pas trop, faire, une coproscopie avant, de faire des vermifugations supplémentaires, pour voir si c'est nécessaire. Et ensuite, pour des chevaux qui sont forts excréteurs, donc en Bordeaux, donc au-dessus de 500 EPG à chaque coproscopie, ben cela, finalement, si c'est un cheval d'âge moyen de 10 ans, ben, on va décider de vermifuger 2 à 4 fois par an de manière systématique. Et pareil, de faire une coproscopie tous les 3 ans pour vérifier que ce cheval-là n'a pas changé de statut excréteur, il n'est pas devenu faible excréteur, parce qu'on a changé un peu les conduites, parce que l'immunité s'est développée. Par contre, sur un cheval un peu plus âgé, de plus de 20 ans, là, il y a une faible chance pour qu'il change de statut. Voilà, on a plutôt une baisse d'immunité au-delà de 20 ans et donc du coup, celui-là, ben, on va pouvoir décider d'arrêter les coproscopies et de le vermifuger systématiquement 2 à 4 fois par an. On va parler maintenant, j'ai bientôt fini, je me dépêche un peu, de vermifugation ciblée. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au sein cette fois-ci pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'un groupe d'équidés. Donc je suis désolée, en passant en PDF, les couleurs ont changé. Donc normalement, le vert clair à droite devrait être en rouge, parce que là, c'est pas très clair. Donc en gros, pendant la saison de pâturage, donc entre mars à octobre, on a une augmentation progressive puis exponentielle de la contamination des parcelles et donc de la pression d'infestation sur les équidés avec des cycles parasitaires qui se suivent. Donc en mars, on a très peu finalement de larves résiduelles suite à l'hiver. Et ensuite, voilà, on va avoir de plus en plus un cycle qui est de plus en plus court du fait de l'augmentation de la température. Donc ça, c'est le cas général, mais bien évidemment, cette situation générale, elle est influencée par les conduites de pâturage. Est-ce qu'on fait un pâturage continu vs un pâturage tournant? Et pour le pâturage tournant, combien on utilise de parcelles? Quel est le temps de présence par parcelle? Et quel est le temps de retour? Combien de temps les équidés sont au pâturage? Est-ce que c'est 2 mois ou est-ce que c'est toute la saison? Bien évidemment, le risque ne va pas être le même, il ne va pas être au même moment. Est-ce qu'on fait par exemple du pâturage mixte? Je ne parlerai pas de pâturage mixte. Ma collègue Laurie Brio, organise une webconférence mardi prochain sur ce sujet. Ça peut dépendre aussi des conditions d'élevage, bien évidemment, du traitement des équidés et donc qui va influer sur leur niveau d'expression, ou encore de la pratique de ramassage des cretins. Juste un aparté sur le ramassage des cretins, parce que c'est une technique qui est souvent mise en avant, bien évidemment. Elle a un impact très positif sur la diminution de l'infestation des prairies par les parasites si on réalise ce ramassage 2 fois par semaine. Par contre, ça prend du temps. En point de vue ergonomie, c'est pas génial. Point de vue biodiversité aussi de la prairie, c'est pas super, parce que forcément, ben, si, les bouviers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ben, voilà, ils disparaissent. Donc voilà, ça a aussi un impact. Donc attention, c'est intéressant, je pense, pour les paddocks qui ont peu d'intérêt, vs les vraies pâtures, parce que les paddocks ont peu d'intérêt agronomique et ils ne servent pas vraiment à nourrir les équidés. C'est intéressant si on a un groupe d'équidés qui est très fragile, des jeunes équidés, on a déjà eu des problèmes. OK, on peut ramasser les cretins, mais pas pour tous, tout le temps. Et puis ensuite, bien évidemment, ben, ceux-ci, les œufs en larve, plus la température est importante, puisque ce que je vous ai dit, c'est que la température, elle va influer sur la durée de développement des œufs en larve. Plus la température est importante, plus les œufs se développent rapidement en larve. Ensuite, il y a des conditions aussi d'humidité qui vont permettre aux larves de migrer ou non hors des crotins. Et puis la sécheresse, puisque les fortes sécheresses et les rayons UV vont être délétères pour la survie des larves. Donc en pratique, c'est un petit peu compliqué et en fonction de ces conditions météo, de ces conduites d'élevage, eh bien on va pouvoir avoir, en fonction des groupes d'équidés, des périodes à risque qui ne sont pas au même moment de la saison.
De plus, entre toutes ces conduites de pâturage et ces conditions météo, ils sont interconnectés entre eux et donc il est difficile de tête de dire: «Bon, bah, pour ceux-là, le risque, majeur, c'est en juin et pour ceux-là, c'est en août». C'est assez, compliqué. Il n'y a pas en fait de recette valable, qui soit, OK pour n'importe quelle structure. Donc de ce fait, en fait, il y a un projet, qui est en cours, qui vise justement à mettre au point un outil, à adapter un outil de simulation du risque parasitaire à l'échelle d'un groupe d'équidés. C'est, une adaptation en fait d'un outil qui existe déjà, chez les bovins. Cet outil, en fait, donc derrière il y a, un modèle mathématique. Il prend en compte les conditions météo, les conduites de certaines conduites de pâturage, hein, pas tout, c'est un outil simplifié bien évidemment. On ne peut pas prendre en compte tous les critères, ça serait impossible, et les, vermifugations, et cet outil permettrait de déterminer quelles sont les périodes à risque d'infestation parasitaire pour un groupe d'équidés et donc déterminer le moment approprié pour vermifuger soit le groupe entier si on veut faire uniquement de la vermifugation ciblée, soit, dans l'idéal, pour réaliser des coproscopies et faire de la vermifugation ciblée sélective. Et cet outil pourrait aussi, dans un second temps, permettre à l'éleveur de simuler différentes conduites de pâturage et voir quelle est leur influence sur le risque parasitaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est aujourd'hui nécessaire de raisonner la vermifugation des équidés pour protéger en fait la santé des équidés à long terme. Le risque, c'est bien qu'on se retrouve avec aucun vermifuge efficace pour lutter contre ces parasites. Donc, il faut protéger leur efficacité en diminuant leur utilisation et en les utilisant à bon escient. Euh, on peut faire une vermifugation ciblée, c'est-à-dire traiter le groupe juste avant la période à risque, mais pour cela, il est nécessaire d'avoir un outil de simulation du risque et on peut faire de la vermifugation sélective en traitant seulement les forts excréteurs. Bien évidemment, il n'y a pas de enfin, c'est ce que j'ai répété tout au long de ma conférence, il n'y a pas de règle stricte. On fait 4 coproscopies par an dans toutes les structures, on vermifuge 3 fois par an les forts excréteurs, une fois par an les faibles. Ça n'existe pas. C'est bien un suivi sur le long terme des équidés, une discussion avec votre vétérinaire pour trouver un protocole qui est adapté à votre structure. Donc comme je vous ai dit, la prochaine webconférence sera le 23 mars avec ma collègue Laurie. Elle vous parlera du pâturage mixte équin bovin. Je vous ai mis, à télécharger sur le côté, vous avez 2 documents, qui parlent en fait du projet Parasitimec, donc sur l'outil de simulation du risque que vous pouvez télécharger. Et puis dans la newsletter d'avril Avoir un cheval, ça sera une newsletter consacrée, au parasitisme et à la vermifugation.